Non, Sarah, t'es belle, t'inquiète pas. Ouais, respire, tranquille. L'angoisse. De toute façon, on porte la robe. Hello les filles. Hello. Alors, ça va quoi? Bah ouais. Alors, j'espère que vous êtes prêtes parce que j'ai bossé comme jamais pour les requises là, j'ai des dingueries, je suis lancé, ça va être incroyable. Mais attends, mais grave, nous aussi, on avait trop d'idées. Moi, je suis quand même un peu stressée. Hein. J'ai plaidé devant les familles, le procureur, le président du tribunal, les confrères. Mais après, l'idée, les filles, c'est vraiment de se lâcher, de se faire plaisir. Oh, excuse-nous, Maïmouna, on n'est pas tous the queen of the concours d'éloquence. Excuse-nous, Maïmouna. Hein. D'ailleurs, à propos de se lâcher, trop contente que t'en reparles, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, et si le procureur était genre classique, sévère, comme on a l'habitude de les voir. Et du coup, pour incarner ça, j'ai pensé à un accessoire de scène. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça hier, c'est trop bien. Une coiffe! Oh non, un truc à l'ancienne, là, Louis XVI, tout ça, c'est mort. Moi, avec mes cheveux, c'est impossible, je peux pas, injouable. Mais t'es pas drôle! Bah non, mais attends, j'ai un nouveau shampoing qui vient de Dubaï, le truc, c'est une tuerie. Poil de panda, œuf de tortue, t'es mal les boucles. T'es mal les boucles. À base d'œufs de tortue et de poils de panda? Non, mais tu peux être sérieux 2 secondes, s'il te plaît, Baptiste? C'est pas pour toi, la perruque. Ouais, c'est pour moi. À base d'œufs de tortue et de poils de panda. Ah mais je t'en prêterai, hein, si tu veux, parce que c'est vrai, tu fais bien de le dire, tes pointes sont sèches, franchement, je les regarde, c'est un désert, j'ai soif. Rien qu'en les regardant, j'ai soif. Attends, il a dit quoi sur mes pointes, là? Bon, c'est une superbe idée, Lola, la coiffe. Mais je suis pas sûre que ça parle à tout le monde, tu vois, c'est... Non, et puis surtout, calmez-vous, c'est quand même moi, le procureur, donc un peu de respect, c'est mes idées surtout qui comptent. Ouais, tu sais ce qu'elles te disent, moi, mes pointes? Ouais, t'es un peu lourd, là, Baptiste. Non mais attendez, c'est quand même notre soirée avec Maïmouna, c'est quand même nous, les secrétaires de la conférence, désolé. Oui, les secrétaires de la précédente conférence, Baptiste. Cette année, on ouvre juste la soirée. Pour Sarah et Lola, c'est leur tour. Pardon? Ouais, Baptiste, franchement, c'est cool que t'aies proposé de nous aider, c'est cool que tu sois là. Mais on avance très bien avec Maïmouna et Sarah, donc si t'as pour nous ralentir, c'est pas la peine. Non, c'est bon, arrêtez vos bêtises. Moi, de toute façon, j'ai bien avancé sur Henri Leclerc, j'ai des vannes sur Jouteux, j'ai des vannes sur Éric Matet, franchement, je suis lancé là, on va être bon, je le sens. Sur Henri Leclerc? Mais t'es pas net, Baptiste? Non, mais laisse tomber, c'est ce shampoing, là, je te dis, il lui a... Baptiste, on n'est plus en 2022. C'est fini, là. L'invité cette année, c'est Julie Couturier. Ouais, et accessoirement, Henri Leclerc, il est mort. Henri Leclerc est mort? Mais vous avez prévenu le bâtonnier Guénime? Comment on fait là? C'est la soirée, si on n'a pas d'invité, ça va être nul, comment on fait? Tu devrais prendre des vacances, aller à Dubaï, te reposer, nager avec les tortues. Enfin, s'il en reste. Mais attendez, c'est du sérieux là, c'est les 50 ans du barreau, c'est la soirée, c'est le Stade de France, c'est Henri Leclerc, c'est la Coupe du Monde aussi. France-Angleterre, tout ça, Griezmann, Mbappé. Enfin, c'est du sérieux, faut y aller là, c'est maintenant. Bon, écoute-moi bien, Julien Doré. On est en 2025, d'accord? Les secrétaires de la conférence, c'est Lola et moi, d'accord? La Coupe du Monde, on la perd face à l'Argentine. Macron a dissous l'Assemblée nationale, Trump a été réélu et triomphalement. Et petite info, Brad Pitt a des soucis d'argent. Ah, pauvre Anne. Baptiste, Henri Leclerc nous a quittés. Avec beaucoup d'autres d'ailleurs. Berlusconi, Alain Delon, Françoise Hardy, Michel Blanc. Et celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Michel Blanc, là, le confrère un peu joufflu, là, le sympa, mais... Oh là là, attends, Baptiste atterrit, Michel Blanc, il est bronzé, le splendide, Jean-Claude Duss, sur un malentendu, Michel Blanc, quoi. Les filles, venez, on arrête. Le mec, il est bloqué en 2022, il veut pas... Hein. Ah, mais j'ai compris. Vous me faites marcher. Pas mal, j'ai plongé, le gars plonge. Non, c'est bon, moi je suis prêt, hein. Là, de toute façon, c'est notre soirée. Ah oui, bonjour, la sécurité? Mais Oui, s'il vous plaît. t'as raison, Baptiste, franchement, t'as l'air d'assurer. Ah ouais? Belle énergie, On est bien là. continue, vraiment. C'est vous bosser, hein? Je pense qu'il devrait y aller, l'assassin. Bon, Pas de pitié pour on moi. continue de bosser, on va au stade de... Nous, on va au Stade de France, RERB, on se retrouve là-bas. Ouais. N'oublie pas ma robe, hein. Ma robe, tout à surtout. l'heure, je m'en occupe, Baptiste. je m'en À occupe. toute boucle d'or. Oh, c'était chaud. Je vais quand même laisser tomber la coiffe. T'as raison, Maïmouna. Des fois que ça porte la poisse, cette histoire. Bon, on se recentre. En tout cas, moi, je suis super contente que vous soyez là pour m'aider à écrire ma plaidoirie. J'ai tout plein d'idées. Je pense que ça va être top. Ça va, Maïmouna? Ta plaidoirie, Maïmouna, on est en 2025. Les filles, oui, je sais qu'on est en Ah. 2025. C'est juste que, bon, autant Lola, je te sens au taquet. Vraiment, je le sens bien. Mais Sarah, je t'avoue que je te sens pas trop dedans, en fait. Et du coup, je me suis dit que finalement, je pourrais te remplacer. Non, c'est elle. Après, moi, je dis ça pour vous. Hein. Je veux dire, moi, je m'en fous. C'est une question d'expérience. C'est pas comme si j'avais pas déjà gagné plein de concours d'éloquence dans ma vie.
Et puis qu'il n'y avait pas plusieurs télés de France et de Navarre qui faisaient des documentaires sur moi. Et puis j'ai une exclue pour vous les filles. Il y a un film en tournage, un biopic sur ma vie. Bon, après, il faut encore que je vois le casting parce qu'il paraît que c'est Virginie Efira qui va me jouer et qui va jouer mon rôle et c'est pas possible. Je pense à Omar Sy pour jouer le rôle de Benoît Jouteux. Et puis aussi, je trouve qu'ils n'ont pas mis assez de scènes concernant mon rôle d'élu, parce que c'est quand même important. Je veux dire, après tout, la République, c'est moi. Allô, la sécurité? Les filles? Les filles. Mesdames et messieurs, Chers confrères, chers amis, chers invités, nous sommes particulièrement honorés de vous accueillir pour l'édition 2024-2025 de la rentrée solennelle de la conférence du jeune barreau de Seine-Saint-Denis. après cette rentrée solennelle, la soirée se déroulera dans les salons situés un peu partout, mais surtout au rez-de-chaussée de cet établissement, où vous serez accueillis par Madame le bâtonnier Stéphanie Chabotti et Madame la bâtonnière élue Sandrine Bérécy. Avant toute chose, nous vous remercions d'éteindre vos insus portables, vos montres connectées, vos Tamagotchi pour les plus anciens, ou de les mettre en silencieux. Nous demandons également à ceux d'entre vous qui sont sous bracelet électronique de surveiller l'horaire, évidemment, et de ne pas créer d'incidents. Tout d'abord, pour lancer cette soirée, il nous faut vous féliciter toutes et tous. Oui, vous féliciter, car si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous avez survécu à cette année 2024, ô combien sulfureuse et ô combien olympique. Vous féliciter car vous avez su faire face à des actions d'une ampleur sans précédent. Les opérations Place Nette. Place Net XXL. La revanche de Place Nette. Enfin bref, vous avez fait face au nettoyage judiciaire. Au nettoyage social. Et vous avez obtenu ce droit indérogeable et intangible de voir Snoop Dogg parader avec la flamme olympique à quelques pas d'ici, à Saint-Denis. Et pour tout ça, bravo. Attendez. Néanmoins, nous sommes obligés d'avoir une pensée émue pour ces nombreux confrères et consoeurs qui sont restés tout le mois d'août dans le 93, pensant être abreuvés de garde à vue, De comparution immédiate, de rétention, de zone d'attente ou que sais-je. et qui finalement ont passé de longs moments seuls à regarder sur leur télévision du canoë-kayak, du tir à l'arc ou encore Du hockey sur gazon. Il eût été plus judicieux de mettre vos apparts et pourquoi pas vos cabinets en location sur Airbnb. Nous concernant, il est temps de tirer notre révérence après ces 2 longues années marquées par un dévouement sans faille et un travail acharné. Oui, les soirées, les apéros, Des rapports d'études et des réflexions profondes sur le sens de la profession. le showbiz et la presse, Les commissions exécutives et les cellules de crise avec Monsieur le Président et Monsieur le Procureur. les tournages, les interviews, Et enfin, la lourde tâche de faire prospérer l'image de notre barreau dans l'écosystème de l'avocature nationale. oui. En gros, manger des petits fours dans les rentrées solennelles et se la raconter sur Instagram. Bon, assez bavardé, il est temps de lancer le procès. Avant que Madame le bâtonnier Stéphanie Chabotti et Madame la bâtonnière Sandrine Bérécy appellent sur scène notre invité d'honneur, merci d'accueillir chaleureusement Mesdames et messieurs les anciens secrétaires de la conférence du jeune barreau de Seine-Saint-Denis. Madame la troisième secrétaire de la conférence, Madame Diaka Cissé. Les représentants élus du jeune barreau au Conseil de l'Ordre, Madame Khalida Mehani et Madame Clairette Olympio. Monsieur le bâtonnier Amin Ghenim. Madame le bâtonnier Valérie Grimaud. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre.
Et enfin, celle que vous attendez toutes et tous ce soir, Madame le bâtonnier Stéphanie Chabotti, Madame la bâtonnière Sandrine Bérécy, bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis et Madame Sarah Bahari et Madame Lola Amani, qui sont les lauréates de l'édition 2024 du concours de la conférence du jeune barreau, respectivement première et deuxième secrétaire de la conférence. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers amis, Mesdames et messieurs, nous avons le grand plaisir de déclarer ouverte la cérémonie officielle de la rentrée du jeune barreau de Seine-Saint-Denis. j'appelle notre invitée d'honneur, que je vous remercie d'accueillir chaleureusement, Madame Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux. Venez, Madame Couturier. Chère Julie. C'est à toi. Et pour nous aider à composer le tribunal d'un soir, Madame le bâtonnier Valérie Grimaud. Bonsoir à toutes et tous. Cher Baptiste, je vois qu'il n'est pas facile de passer le relais. Sachez qu'avec Maïmouna, vous avez été deux secrétaires de conférence parfaits qui ont porté haut l'éloquence balbinienne pendant 2 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Et si cela peut vous consoler, il y a également quelqu'un qui squatte le bureau à la maison de l'avocat, le mien, depuis le 1er janvier, et qui signe toutes les lettres à son nom. Sérieusement, la rentrée se fait traditionnellement à la fin du bâtonnat, et le bâtonnier sortant, libéré de ses obligations, part en vacances et se repose. Alors comme à Bobigny, on ne fait jamais rien comme les autres. Point de vacances, mais des séances de kiné. Et point de repos, mais la préparation de cette soirée, avec en prime la participation de 2 bâtonnières au lieu d'1. Merci à la bâtonnière Bérécy d'avoir accepté que cette rentrée se fasse en décalé sur son bâtonnat et de son investissement. Je suis particulièrement honorée de recevoir ce soir comme invitée d'honneur celle qui représente le visage et la voix des avocats de France, Julie Couturier. Alors Julie, vous qui n'êtes pas pénaliste, cela fait quoi de se retrouver dans le box des accusés? En tout cas, ici, on n'a pas oublié qu'avant, vous étiez bâtonnier de Paris. Pas d'inquiétude, à mon avis, ce sera quand même bien plus agréable que vos premières AG du CNB. Certainement beaucoup plus drôle et en tout état de cause plus bienveillant. Et ce n'est pas Jean-Raphaël Fernandez, président de la conférence des bâtonniers, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, qui me contredira. Je suis sûre que Madame la procureure d'un soir, Lola Amani, saura se montrer ferme mais juste, et je ne doute pas que Maître Sarah Bahari saura faire douter le tribunal avec la pertinence de ses arguments. Monsieur le Président Peyman Gallet-Marsban et Monsieur le procureur Éric Matet, vous nous donnerez votre avis. À tous les emboliseurs, les mitrailleurs de nullité, les déloyaux, les mal intentionnés et autres nouvelles appellations de la profession d'avocat, bonsoir. Qui, dans cette salle, peut se sentir concerné par ces excès de langage et reconnaître notre métier que nous exerçons avec des contraintes toujours plus importantes? Nous travaillons au contraire chaque jour à la construction apaisée de l'œuvre de justice en faisant patienter nos clients pendant des mois pour obtenir un jugement faute de moyens suffisants. Nous subissons les avalanches de mails, d'appels et autres mouvements d'humeur et réflexions pour tenter d'expliquer, sans n'y rien pouvoir,
qu'il faut attendre 11 mois pour voir un juge pour une procédure de divorce. Nous perdons nos clients à bout de patience, persuadés que si cela ne va pas assez vite, c'est forcément de la faute de l'avocat. Nous acceptons de travailler dans l'urgence parce que la convocation ou le dossier est arrivé tardivement, parce que nous savons que nous ne pouvons pas demander de renvoi au risque de faire supporter à nouveau à notre client un délai d'attente. Nous acceptons d'être désignés au dernier moment pour sauver une audience et défendons ainsi l'intérêt de l'institution. J'ai prêté serment il y a maintenant 33 ans et j'aime toujours autant ce métier et je porte fièrement ma robe. Même si je sais que ces attaques ne définissent nullement les avocats, les diffuser n'est pas sans conséquence. On aura beau se cacher derrière l'argument du « seulement certains » ou nuancer ensuite le propos, diffuser des vidéos, le mal est fait. Le signal est entendu, le ver est dans le fruit. Cette petite musique est dangereuse et elle a déjà commencé à se transformer et à s'amplifier. La généralisation et l'amalgame guettent et on en connaît les tristes conséquences. Soutenir que l'action de certains seulement, une portion infime finalement, serait capable d'emboliser non seulement le système, non seulement est surprenant, mais démontre bien à l'évidence le délabrement de notre système judiciaire. Nous le dénonçons justement depuis des décennies. Et c'est bien évidemment à cela qu'il faut s'atteler, et non à pointer du doigt des avocats, boucs émissaires faciles, qui ne sont nullement responsables de la maladie dont ils pointent justement les symptômes. Que ces attaques viennent du monde politique, et pire, de nos dirigeants, est particulièrement affligeant. D'autant plus quand l'actualité judiciaire démontre que lorsqu'il s'agit de répondre de leurs actes devant les tribunaux, ils n'ont alors pas les mêmes offuscations pour demander à leurs conseils de tout tenter pour trouver la faille dans les dossiers. Faut-il rappeler l'article 1 de notre Constitution qui dispose que la loi est la même pour toutes et tous ? Mais lorsque les attaques viennent de ceux qui composent la communauté judiciaire, le coup est plus rude et la stupéfaction est totale. Car que nous reproche-t-on finalement ? De faire notre travail ? Faut-il rappeler que les avocats sont justement là pour assurer le respect de la procédure définie par la loi et le respect des libertés fondamentales ? Que si les procédures sont annulées, c'est que ceux qui devaient les mettre en œuvre n'ont pas respecté la loi et que les juges ensuite ont validé les nullités soulevées. L'avocat ne rend pas de décision, il ne fait que relever et pointer les manquements. Lorsque les décrets Magendie ont conduit à la multiplication d'ordonnances de caducité par les conseillers de cour d'appel et de fait à l'absence du double degré de juridiction pour les justiciables, nous n'avons pas pour autant mis en cause publiquement les magistrats. Ces déclarations pèsent dangereusement sur la profession. Et l'institution, et cela trouve une caisse de résonance au sein de groupuscules extrémistes qui n'hésitent pas à déverser publiquement ensuite leurs propos haineux et menaçants, jusqu'à rendre publiques des listes d'avocats à abattre et des vidéos ordurières de nos représentants. Et cela touche maintenant également des magistrats, et je veux apporter notre soutien total et le soutien du barreau à Madame la Présidente du tribunal administratif. L'heure n'est pas à la division. Il nous faut bien au contraire nous unir pour tenir et garantir le rempart que doit rester l'État de droit, dont il nous a pourtant été indiqué récemment qu'il n'est ni intangible ni sacré. Alors attention, à trop pointer du doigt les avocats, nous risquons d'en avoir plein la robe. Nous allons nous lasser d'avoir une cible accrochée dans le dos. Nous pourrions prendre au mot ceux qui nous accusent d'emboliser les juridictions et déposer en masse des incidents, des référés, des demandes de mise en liberté, des conclusions de rabat de clôture, des actions en responsabilité de l'État. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, nous vous savons gré de ne pas être tombés dans ces excès lors de la rentrée du tribunal le 24 janvier.
et d'avoir rappelé la nécessaire cohésion de notre communauté judiciaire. Mais sachez que dans nos rangs, la colère gronde. La justice n'a rien à gagner à notre affrontement, et la robe de chacun doit être respectée. N'oublions pas que nous sommes de la même famille et que la justice est notre bien commun. Aristote disait que la justice est le pendant de l'ordre, mais qu'il est plus facile d'assurer l'ordre que la justice. Restons unis afin que l'ordre ne devienne pas la justice. Ayons toujours à l'esprit que la balance est l'un de nos symboles. Pour rendre une décision éclairée, la justice a besoin de ces deux plateaux, action, accusation et défense, et qu'ils soient à l'équilibre. Avec vous, Monsieur le Président et Monsieur le Procureur, nous avons travaillé en ce sens pendant ces 2 années de bâtonnat. Nous avons fait de beaux événements communs, la reconstitution du procès de Bobigny et la plaidoirie de Gisèle Halimi, des tables rondes sur nos déontologies, l'intervention commune devant l'Assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental, la réception des nouveaux avocats par vous, Monsieur le Président, et des nouveaux magistrats par le bâtonnier. Nous avons aussi beaucoup travaillé par la signature de conventions en matière civile et de droits des enfants, par la mise en place d'une permanence d'avocats pour les enfants en assistance éducative, et je crois qu'elle n'a pas d'équivalent ailleurs, la mise en place des consultations pour les victimes, financées par le CDAD, au sein des UMJ et de l'unité de l'hôpital Robert Ballanger, chargée du psychotraumatisme. Vous nous avez également, avec Madame Lestrade et son équipe de direction de greffe, pleinement associés aux réunions préparatoires à la construction du nouveau palais. C'était important, car vous voguerez vers d'autres rivages lorsque ce palais sera en activité, mais les avocats de Bobigny, eux, seront restés. Mais il reste cependant un point de désaccord entre nous. Il faut réaffirmer ici que les avocats ne font pas de tourisme judiciaire dans les palais de justice. Le palais, comme pour les magistrats et fonctionnaires, c'est leur lieu de travail quotidien et ils y passent plus de temps qu'à leur cabinet. Limiter, badger et horodater leurs déplacements et leur faire un bien mauvais procès collectif sur le dos de la sécurisation. Pouvoir continuer à nous voir et à nous parler librement est indispensable à l'œuvre de justice. Je ne désespère pas qu'après évaluation du système actuel, celui-ci soit assoupli. La sécurisation ne doit pas conduire à la déshumanisation. De même, si la dématérialisation est nécessaire à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, elle doit rester un outil et non une fin. Les projets de réforme, tant au civil qu'au pénal, sont plus qu'inquiétants et comportent des atteintes manifestes aux droits de la défense. La justice est un poste régalien trop fort en symbole pour n'être réfléchi qu'en termes de gestion comptable. Elle doit avoir d'autres ambitions. Visio-audience, création des cours criminelles départementales, CRPC déferment, après ORTC et bientôt après ordonnance de mise en accusation, multiplication de la médiation, et c'est pourtant un médiateur qui vous parle, augmentation des procédures écrites. Le justiciable s'éloigne de plus en plus physiquement de son juge et du débat judiciaire. Audiard avait une formule fameuse. La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Au-delà du pittoresque de cette citation, nous constatons chaque jour, dans nos cabinets, cet éloignement et cette incompréhension des justiciables. Et c'est à nous que revient la charge de leur expliquer qu'ils n'auront pas accès au juge qui rendra une décision parfois cruciale pour leur vie et leur avenir. Un juge qui tranchera sans les avoir vus ni entendus. À trop éloigner le juge du justiciable, le risque est grand pour le citoyen de perdre confiance en la justice. Nous sommes à un point de bascule. La défiance s'installe et avec elle son lot de mises en cause dont on ne se cache même plus. L'actualité récente le démontre malheureusement. Il y a 2 ans, notre rentrée accueillait Henri Leclerc, qui nous avait rappelé à quel point l'oralité et le débat sont des piliers de la justice.
À l'heure des réseaux sociaux, des attaques faciles puisqu'anonymes et des excès qui en découlent, l'audience est l'un des derniers lieux où l'on peut encore argumenter sans s'invectiver, sans s'interrompre et tout simplement écouter l'autre. C'est un bien précieux pour la démocratie. La création des cours criminelles départementales est à ce point emblématique. Outre qu'elle a obligé plus de juges à siéger et donc à perdre du temps sur leurs fonctions habituelles, elle a aussi éloigné le citoyen de sa mission de concourir à rendre la justice. Tous les jurés qui un jour ont été tirés au sort en cour d'assises et ont dû rendre un verdict disent à quel point cela a changé et nourri leur vision de la justice. L'oralité, la contradiction, la confrontation des arguments, voilà, monsieur le procureur, des principes auxquels nous sommes résolument attachés à Bobigny et qui motivent notre opposition à la CRPC avec mandat de dépôt immédiat. Ce fut l'un des sujets majeurs de notre désaccord pendant 2 ans. Notre barreau a conservé la fougue de sa jeunesse, car oui, 52 ans, c'est jeune comparé à d'autres barreaux séculaires. Fort des combats de ses fondateurs, il est resté engagé et dynamique. L'importance de sa mobilisation aux côtés des habitants de son département n'est plus à démontrer. Chaque jour, le bâtonnier désigne une 50aine d'avocats pour assurer permanence et consultation. Le bâtonnier de Seine-Saint-Denis, et j'en ai fait l'expérience, sait qu'il peut compter en toutes circonstances sur ses troupes, que toutes les sollicitations, même urgentes, seront honorées, que vous serez présents. Vous l'avez encore si parfaitement démontré lors des Jeux Olympiques. Cet engagement dans le département s'est également traduit par la mise en place des visites mensuelles de ces lieux de privation de liberté, commissariats, maisons d'arrêt, centres éducatifs fermés, local administratif de rétention, nous avons tout visité. Ce fut parfois un constat édifiant sur les conditions de rétention des gardés à vue ou des détenus et sur les conditions de travail des fonctionnaires de police dans le département et de ceux de la maison d'arrêt. Merci à M. Spenley, le directeur de la maison d'arrêt, de nous avoir ouvert toutes les portes, ainsi qu'à Mme la sénatrice Corinne Narassiguin pour son action à nos côtés. Ce que nous y avons vu nous a conduit à engager des procédures devant le tribunal administratif et à obtenir des condamnations de la préfecture de police à faire des travaux. Je veux ici remercier mon complice de chaque visite, notre confrère Loïc Lequelec, pour sa constance et la qualité de la rédaction de ses rapports sur lesquels s'est appuyé notre confrère Diloar qui a mené le combat devant le tribunal administratif. Mais notre engagement dans le département est allé au-delà de nos missions habituelles d'accès au droit. Depuis 1 an, nous avons mis en place un partenariat avec l'association Les Bureaux du Cœur. Cette association est partie du constat que les bureaux des sociétés sont occupés la journée, mais vides le soir et le week-end, et peuvent donc être mis à disposition d'une personne momentanément privée de logement, le temps de trouver une solution pérenne. Nous avions un bureau inoccupé à la maison de l'avocat. Avec le personnel de l'ordre qui a tout de suite adhéré à l'idée, nous avons aménagé cette pièce et avons accueilli Adeline et actuellement Diaba, 2 jeunes femmes précédemment SDF. Cette action me tenait particulièrement à cœur et je remercie sincèrement le personnel de l'ordre pour son implication sur ce sujet et plus généralement pour toute l'aide apportée pendant ces 2 années et les moments de convivialité partagés. Vous savez que je suis également très attachée à la défense des mineurs. C'est un sujet important en Seine-Saint-Denis où, contrairement aux affirmations trop souvent mises en avant, le volume de l'assistance éducative dépasse largement celui du pénal. Nous avons apprécié, Monsieur le Président, quand dans votre discours de rentrée, vous avez, devant le garde des Sceaux, indiqué le désaccord de la juridiction partagé avec le barreau sur la comparution immédiate des mineurs et rappelé au contraire la nécessité de renforcer les moyens de prise en charge des mesures éducatives. Alors ce soir, je tenais à honorer notre consoeur Christelle Heurtaud, à qui je vais demander de monter sur scène.
Ma chère Christelle, tu viens de consacrer 8 ans à la présidence de la commission mineure. C'est remarquable quand on sait le travail que cela représente au quotidien, avec les 16 cabinets de juges pour enfants. Outre la gestion des mouvements d'humeur des confrères, et Dieu sait s'il y en a eu, les chantiers de réflexion et les actions à mettre en place avec le tribunal, et plus particulièrement avec Madame Aiglin, dont la qualité de dialogue avec le barreau doit être soulignée, n'ont pas manqué. Entre autres, la réforme du CJPM et tous les copiles de suivi, la convention entre le barreau et le tribunal, la mise en place de ces permanences d'assistance éducative ainsi que de consultation, les discussions avec l'aide sociale à l'enfance pour les mineurs non accompagnés, mais aussi les discussions toujours avec l'aide sociale à l'enfance pour mettre en place une convention facilitant la mise en place et la mise en relation des avocats avec les enfants placés. Ce fut tellement un travail de titan que pour te remplacer, il faut maintenant 2 personnes, puisque Sophie Royer et Pasquale Balbo ont pris le relais. Chère Christelle, au nom du barreau de Seine-Saint-Denis, merci pour tout le travail accompli. Chère Stéphanie, merci beaucoup. Je suis très touchée. C'est vrai que 8 années, c'est une éternité et en même temps, c'est passé très très vite. Merci beaucoup de ton soutien pendant les 2 ans de ton bâtonnat. C'était la première fois qu'il y avait un bâtonnier spécialisé mineur, ce qui change évidemment un peu la donne pour la commission mineure. Merci également à tes prédécesseurs, parce que sans votre confiance à tous, je pense au bâtonnier Guénim, à Valérie Grimaud, également à Frédéric Gabet. Sans votre confiance à tous, on n'aurait pas pu travailler comme ça pendant 8 ans. Et évidemment, je tiens à remercier tous les membres de la commission mineure, parce que c'est aujourd'hui moi qui suis remerciée, je suis très flattée, mais sans les membres de la commission, rien ne serait possible. On était 8 et c'est pas anodin, donc je remercie, je vais essayer de le faire dans l'ordre d'ancienneté, Françoise Cohen, Marion Dodier, Diana Francilione, Pasquale Balbo, Sophie Royer qui ont repris la tête, avec qui c'est avec grande confiance et vraiment je les remercie d'avoir accepté de prendre le relais, mais également Anissa Bergiou et Clarisse Karounanidi, j'espère n'avoir oublié personne. Je pense également aux membres précédents, puisque la commission est un être vivant et donc il y a eu des allers-retours, mais ça a été vraiment 8 années passionnantes, donc vraiment merci de cette reconnaissance et merci de ta confiance. Notre barreau est dynamique à la fois dans ses actions, mais aussi dans sa croissance, puisqu'environ 80 avocats nous ont rejoints pendant ces 2 ans. Lors de cérémonies d'accueil, nous avons présenté au barreau ceux qui venaient de prêter serment et fait le choix de venir en Seine-Saint-Denis. Ce fut un vrai plaisir d'exposer leur parcours si divers et dont la richesse démontre que, finalement, tous les chemins mènent à Bobigny. Et à l'autre bout de la carrière, nous avons également accueilli devant le Conseil ceux qui, après des années bien remplies, décidaient de prendre un repos mérité et demandaient l'honorariat. Il n'était plus envisageable de les laisser partir en l'actant d'un simple courrier. Ce furent des moments émouvants, d'évocation des vies professionnelles de chacune et de chacun, démontrant que le flambeau continuait de se passer de génération en génération. Et à propos de flambeau, il est désormais transmis à notre nouvelle bâtonnière à qui je souhaite bon vent. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, cette prise de parole un peu décalée dans le temps met un terme définitif à mon mandat de bâtonnier. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de vivre cette expérience extraordinaire et tellement enrichissante d'avoir été votre voix pendant 2 ans. Je retourne dans mon cabinet, avocate parmi les avocats, pour exercer ce métier que j'aime toujours autant, forte de ses enseignements, mais aussi confiante pour l'avenir de notre barreau. Il repose sur les fondations solides d'un collectif divers dans ses opinions, mais toujours juste dans ses valeurs et efficace dans ses engagements. Merci de votre attention.
Je vous remercie, Madame le bâtonnier. Madame Lola Amani, Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, public, je suis ravie que cette audience puisse finalement se tenir après avoir fait l'objet d'un premier renvoi. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour traiter d'une affaire des plus singulières, une énigme de notre monde juridique. Madame Julie Couturier. Oui, Julie Couturier, ancienne bâtonnière du barreau de Paris et présidente de l'EFB par la même occasion, ancienne trésorière et vice-présidente de l'Union des jeunes avocats, ancienne membre de la présidence de l'association Droit et Procédure, associée d'un prestigieux cabinet qu'elle a fondé, et bien entendu, actuelle présidente du Conseil national des barreaux. Un CV à en faire pâlir toute promotion d'élèves avocats. Mais attention, mesdames et messieurs, derrière cette ascension fulgurante se cache une véritable délinquante qui laisse dans son sillage une traînée d'infractions. Les éléments qui vont vous être présentés sont éloquents et ne vous laisseront d'autre choix que d'entrer en voie de condamnation sur l'intégralité des faits reprochés. Et ce d'autant plus que j'ai été personnellement témoin des malversations de Madame Couturier. Du temps où, pensant embrasser la noble profession d'avocat, j'effectuais mon humble stage PPI à l'ordre du barreau de Paris, alors sous son mandat. J'ai vu de mes propres yeux ce dont Madame Couturier était capable. Et lorsqu'enfin la justice s'est saisie du dossier, il m'est apparu comme une évidence de mener moi-même les réquisitions contre la prévenue. Enfin, une avocate parisienne va répondre de ses actes. Il était temps. Et quoi de mieux que devant une juridiction balbinienne? Mais surtout, ce soir, la justice va rassembler. La justice va montrer qu'elle est du côté des avocats. Car ce soir, la justice sera rendue pour eux. Enfin, une partie d'entre eux. Car oui, cette audience va plus loin que la seule personne de Madame Couturier. Il s'agit aussi de mettre en cause des institutions qui ont bien trop longtemps échappé à la loi, à savoir le CNB et le barreau de Paris. Toutefois, le ministère public ayant négocié unilatéralement, il est parvenu à la conclusion qu'à ce jour, les éléments pour mettre en cause pénalement le barreau de Paris étaient insuffisants. Pour rappel, voici les faits dont Madame Couturier s'est rendue coupable. Sur le territoire national, et depuis temps non couvert par la prescription, du 1er mars 1995 au 31 décembre 2024, abus manifeste de velours. Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2023, incapacité réitérée à dire non. Du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2024, prélèvement abusif et détourné de cotisations au nom du CNB. Et enfin, mais non des moindres, Madame Couturier, vous avez été fort occupée. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, institutionnalisation de l'arrogance du barreau de Paris. Madame Couturier, vous dites fièrement à qui veut l'entendre qu'aucun membre de votre famille n'était avocat. En effet, le parquet a fait son travail et les résultats Cassiopée rattachent vos origines à la noble famille d'Émile de Couture, devenu plus tard duc de Couturier. Mais madame, si vous avez prêté ce serment, c'était pour vous dédier pleinement aux valeurs qu'il prône, et non pour vous servir de la profession comme d'un défilé. Monsieur le greffier, je vous prie d'afficher la pièce à conviction numéro 1. Du velours, encore du velours, toujours du velours. Est-il besoin d'en dire plus? Du velours. J'ai bien conscience
de la violence de ces images. Mais elles sont nécessaires pour démontrer la matérialité et l'intentionnalité des faits. Ces photos ont d'ailleurs été identifiées par notre experte, Anne, après sa brillante apparition dans le dossier Brad Pitt. Il s'agit purement et simplement d'une overdose textile. Partout, en toutes circonstances, du velours. Du velours violet, du velours bleu nuit, du velours noir. Si Madame Couturier avait exercé ses fonctions à Versailles, il y a 5 siècles de cela, passe encore. Mais à force, il faut reconnaître que nous avons atteint un point critique. Un tel acharnement à se vestir de la sorte relève d'une volonté délibérée d'agresser les pauvres victimes témoins de ces actes. Et les victimes sont légion. Madame Couturier apparaît régulièrement, si ce n'est tout le temps, arborant fièrement un velours qui se décline dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Interviews, événements officiels, rencontres officieuses, rien ni personne n'y échappe. Encore aujourd'hui, malgré les charges qui pèsent contre elle, Madame Couturier se pavane dans du velours, montrant une volonté évidente de provocation. Pire encore, l'instruction a mis au jour des preuves accablantes au domicile de la mise en cause. Monsieur le greffier, veuillez afficher la pièce à conviction numéro 2. Madame Couturier se livre sans conteste à un trafic de velours organisé, lequel se répand après chacun de ses passages et gangrène petit à petit notre société. Madame Couturier a avoué adorer Venise, mais là, c'est tout le carnaval qu'elle nous ramène en France. Mais serait-ce aussi là l'aveu d'un message caché ? Cherche-t-elle à nous hypnotiser par tant de douceur visuelle pour masquer la fermeté implacable de son caractère ? Et puis surtout, posons-nous une question essentielle. Combien de temps passe-t-elle à choisir et à entretenir sa garde-robe ? Un instant d'absence dans une négociation cruciale ? Une décision ajournée pour cause de repassage ? Nous sommes en droit de nous interroger. Qu'on se le dise, nous avons affaire à une présidente du CNB qui, d'une main, caresse le velours et de l'autre, manie le gant de fer. Méfions-nous des tissus trop soyeux. Méfions-nous de Madame Couturier. Madame Couturier est également coupable d'une faiblesse bien connue, mais qu'elle érige au rang d'art criminel. Une propension à dire oui à tout ce qu'on lui propose. Son parcours est édifiant et parle de lui-même. Ses amis et membres de l'époque lui proposent d'intégrer l'UJA, elle dit oui. Ses confrères et consoeurs l'invitent à participer à la revue, elle dit oui. 12 fois de suite, s'il vous plaît. Et elle commence alors même qu'elle n'a pas prêté serment. Son entourage et son compagnon l'incitent à se présenter au bâtonnat, elle dit oui encore une fois. Et enfin, toujours poussée par les autres, on lui suggère la présence du CNB. Que dit-elle ? Elle dit oui. On raconte même qu'un jour, on lui aurait proposé d'être capitaine du club de pétanque du barreau de Paris et qu'elle a bien failli accepter. Heureusement pour nous tous, il fallait porter une chemise en lin et non une veste en velours. Il s'en est fallu de peu. Lors d'un interrogatoire en date du 28 janvier, Madame Couturier confia à Monsieur le juge d'instruction qu'elle était Madame Non-Non. Il s'agit de la code D 3333. Pourtant, tout est là et démontre le contraire. La prévenue est l'incarnation juridique de oui-oui, incapable de résister à quiconque lui propose une place quelque part. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, il est manifeste que Madame Couturier n'a jamais été capable de dire non. Heureusement pour elle, la prescription nous interdit de remonter jusqu'à sa naissance. Car alors qui sait ce que la justice aura encore pu découvrir ? Madame Couturier est partout, absolument partout. Elle hante la profession d'avocat comme un spectre juridique omnipotent.
se mouvant dans les couloirs et les bureaux de toutes les institutions possibles. UJA, ODAP, Barreau de Paris pour les intimes, EFB, CNB, il n'y a pas un acronyme sur lequel elle n'a pas laissé son empreinte. À ce rythme, elle risque bientôt de postuler pour un siège au Conseil constitutionnel, ou pourquoi pas au Vatican, elle qui aime tant l'Italie. On pourrait la croire dotée d'un don d'ubiquité. Lorsqu'un avocat provincial tente d'organiser une réunion d'entraide, elle est là. Quand un colloque sur l'avenir de la profession se tient, elle est en première ligne. Lorsqu'un débat s'ouvre sur la déontologie, Madame Couturier s'exprime. Au chantier de la collaboration, elle délivre un discours. Mais enfin, pourquoi ? Voilà pourtant longtemps que son passé de collaboratrice est derrière elle. Elle est si omniprésente qu'on en vient à se demander si elle n'a pas secrètement cloné son agenda, voire même elle-même. Cette omniprésence pose un problème fondamental. À force de vouloir tout incarner, c'est le ras-le-bol. Comme son velours. Trop de couturiers tue la couturier. Madame, l'ubiquité est un concept théologique et non un mode de gestion. À l'instar de messieurs Sarkozy et Macron, à vouloir être partout à la fois, on finit par ne pas être là où on a besoin de vous. Combien de dîners de famille manqués ? Combien de week-ends en amoureux avortés ? Une telle absence de self-control inquiète le ministère public que je représente et doit impérativement être stoppée avant qu'il ne soit trop tard. Madame la Présidente, Mesdames du Tribunal, aujourd'hui c'est pour le bien de tous et surtout pour celui des proches de Madame Couturier que vous entrerez en voie de condamnation sur ce chef. Venons-en maintenant au CNB, cette noble institution qui ponctionne chaque année les avocats, avec des cotisations dont personne ne comprend ni le montant ni l'usage. Les pauvres, ils sont déjà accablés par leurs ordres respectifs, par l'URSSAF, la CFE, la CNBF surtout, dont le procès finira par venir, j'en ai la certitude. L'instruction suit son cours et l'heure viendra. Mais en plus, leur instance représentative la plus haute leur demande également de puiser dans l'argent gagné à la sueur des écritures rédigées par leurs stagiaires. Mais où allons-nous ? L'instruction déborde d'avocats victimes ayant réussi, après 15 mois d'attente et d'appels quotidiens, à voir les unités médico-judiciaires, lesquelles ont posé des ITT allant de 3 à 120 jours. Rendez-vous compte. On nous parle de missions essentielles pour la profession. Mais lesquelles exactement ? Qui, ici, peut expliquer précisément ce que fait le CNB en dehors d'organiser des réunions que personne ne suit et d'envoyer des mails que personne ne lit ? Et pourtant, Madame Couturier, bien en place dans son rôle de présidente, dans son infinie pédagogie, nous assure que ses contributions sont indispensables. Indispensables, je n'en doute pas. Mais pour qui ? Pour les pauvres avocats de province ? Ou pour financer la prochaine campagne de communication d'un CNB dont l'utilité reste un mystère, aussi insondable qu'un décret ministériel rédigé à 23h59 ? Monsieur le greffier, pièce à conviction numéro 4, je vous prie. Voilà. Et j'en veux pour preuve ceci. Madame Couturier a lancé la grande consultation des avocats, un questionnaire qui s'accompagne d'une enquête sur le terrain dans tous les barreaux de France et de Navarre. Noble cause que celle de chercher à comprendre les besoins et inquiétudes de celles et ceux que l'on représente. Vraiment ? Eh bien non. En effet, il s'agit du tout dernier prétexte pour voyager. Ainsi, en décembre, Madame Couturier s'est très opportunément rendue à Fort-de-France, ainsi qu'à Cayenne, afin de, je cite, « s'imprégner des réalités du territoire sur le plan judiciaire ». Monsieur le greffier, pièce à conviction numéro 4. C'est tout de même bien pratique, ces déplacements professionnels aux frais de confrères et de consoeurs, dans des lieux bénéficiant de plages et d'une eau à 30 degrés.
La prévenue l'a dit elle-même au juge d'instruction. Elle pourrait faire un guide pratique des hôtels à destination des avocats tellement elle envoie du pays. Soyons honnêtes un instant. Si le CNB était une entreprise privée, il y a longtemps qu'il aurait été poursuivi pour escroquerie et abus de confiance en bande organisée. Mais le temps fait son œuvre. Et aujourd'hui, Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, vous pouvez mettre un terme à cette mafia. Enfin, il était temps de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le barreau de Paris se la pète. Et tous les indices sont là. Il ne porte pas l'épitome germiné, signe de distinction proprement inutile au sein d'une profession qui a fait sien le principe d'un corps uni dont les membres se fondent entre eux. Mais également le refus catégorique de la part de la conférence des bâtonniers d'accueillir en son sein le bâtonnier de Paris. Mais tout le monde les comprend. Qui aurait envie d'une interruption après chaque intervention pour s'entendre dire « Oh, à Paris, nous ne faisons les choses différemment ». Ou encore « Vous comprenez la complexité du barreau de Paris ». Comme dernier élément, je soulignerai le compte TikTok du barreau de Paris. À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus des symboles d'excès, d'outrance et même de danger, alors même que le barreau de Seine-Saint-Denis, cher à mon cœur, a pris la ferme décision de ne plus alimenter son compte X ni son compte Facebook, les Parisiens, eux, se complaisent dans la diffusion de vidéos, sous couvert de pédagogie, bien entendu, mais sans se soucier d'engraisser les ogres Musk et Zuckerberg. Madame Couturier est l'incarnation parfaite de cette tradition parisienne, étant même à l'origine de la création du dit compte. Elle représente cet élitisme juridico-mondain où l'on se félicite entre soi en oubliant qu'il existe un monde de l'autre côté du périph'. Il serait peut-être temps de rappeler que la France ne se limite pas à Saint-Germain-des-Prés et que les avocats exercent aussi, incroyable mais vrai, me direz-vous, en dehors des salons feutrés de la capitale. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, il s'agit d'infractions graves, continues et dont le premier fait est ancien, démontrant un ancrage pérenne dans la délinquance. Madame Couturier est coupable, sans le moindre doute, et c'est en ce sens que vous trancherez. De toute façon, les clients sont rarement innocents. Au regard du nombre d'infractions, de leur gravité et de l'importante période de prévention, mais également de la personnalité de la prévenue, je requiers les peines suivantes. Une interdiction d'entrer en contact, par tout moyen que ce soit, avec du velours, et ce pendant une durée de 5 ans. Des vacances, y compris sous le régime de la contrainte, avec une cure de déconnexion pendant 18 mois. Une peine d'interdiction à vie, j'insiste, de se présenter à tout poste de direction ou de représentation, à l'exception de l'Association des Cavaliers du Palais. Un tour de France des hôtels Formule 1 à réaliser dans un délai de 6 mois. Et enfin, une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois, avec mandat de dépôt. Vous apprécierez. Je vous remercie. Merci, Madame la procureure. Maître Sarah Bahari, vous avez la parole pour votre plaidoirie. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, Mesdames et Messieurs du public, j'ai entendu, non sans une certaine émotion, Madame la procureure de la République revêtir ce soir un costume inédit, celui de défenseuse des avocats de la Seine-Saint-Denis. Une reconversion des plus cavalières à laquelle je ne m'attendais pas, vous qui avez si souvent violenté nos oreilles par ces réquisitions de détention systématiques, au point même qu'une contravention pour stationnement gênant pourrait finir en mandat de dépôt.
Je le dis avec admiration, Madame le procureur, vous êtes constante. Ce soir encore, vous êtes pour la détention, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Un taux de 200% de surpopulation carcérale? Un détail. Une absence de prise en charge post-sententielle pour la réinsertion? Pourquoi faire? Plus de place en prison? Qu'importe, Darmanin poussera les murs. Après tout, le réel n'a jamais freiné un bon réquisitoire. Mais ne vous méprenez pas, Madame le procureur. Mes confrères présents ce soir et moi-même ne sommes pas rancuniers, car au fond, nous savons que nous sommes tous dans le même bateau. Nous partageons les mêmes audiences surchargées qui nous privent de nos familles et de nos loisirs, comme si nous étions tous en détention provisoire avec nos clients. Nous vivons sous le même flot ininterrompu de dossiers instruits avec la collaboration de synthèses policières, parfois rédigées avec une imagination si débordante que même les plus grands écrivains de fiction en seraient jaloux. Et cette étrange habitude qu'a notre cher tribunal de Bobigny de transformer chaque jour en ultime épreuve de Koh-Lanta. Nous savons que nous partageons plus qu'un simple prétoire, nous partageons un quotidien. Et c'est à force de partager ce quotidien que nous finissons par nous comprendre, par nous rapprocher et parfois même par nous aimer. Alors ce soir, moi, avocate de Seine-Saint-Denis, je prendrai la défense d'une avocate parisienne. Certains y verront une trahison, un renoncement à mes origines judiciaires, à l'instar de Joséphine Baker, pourtant femme historique. D'autres y verront plutôt un geste humanitaire envers une consoeur perdue hors du périphérique. Bon, moi je dirais qu'il fallait bien qu'une avocate de la vraie vie vienne plaider pour une avocate des beaux quartiers. Hein. Bobigny n'a certes pas les dorures du palais royal, mais ici, la justice se fait avec la même robe, parfois un peu plus froissée, certes, mais avec le même serment et la même fougue. Alors oui, ce soir, je plaide pour une Parisienne, mais pas n'importe laquelle. Une Parisienne qui, à force d'être partout, a fini par déranger tout le monde. On lui reproche d'avoir trop fait, trop osé, trop dirigé. Bref, d'avoir travaillé, quoi. Une hérésie dans certains cercles où la meilleure façon de durer est encore de ne rien tenter. Mais surtout, on lui reproche de ne pas être restée à sa place. Car une femme qui s'engage, une femme qui prend des décisions, c'est une femme qui dérange. Nos amis phallocrates vous diront même que la place de la femme se trouverait dans la cuisine. On accuse Julie Couturier d'avoir pris la lumière, mais attention, à Paris, c'est un crime encore plus grave que la tentative de meurtre elle-même. La place sous les projecteurs est limitée et jalousement gardée. Nous avons entendu ce soir que la pire prévenue qui puisse exister est une femme, avocate, parisienne. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, il est temps de remettre un peu de clarté, de légèreté et beaucoup plus de vérité dans ce procès. Alors, le ministère public reproche d'une part à Madame Couturier d'avoir, entre le 1er mars 1995 et le 31 décembre 2024, et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit d'abus manifeste de velours. Madame le procureur, vous l'avez démontré encore ce soir, je sais que vous n'êtes pas une faire-valoir de notre principe si cher à nos yeux qu'est le principe de la présomption d'innocence, mais dois-je véritablement et encore vous rappeler les règles en matière de prescription de l'action publique? Même si le magistrat instructeur n'aura fait qu'embrasser aveuglement votre réquisitoire par son ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal de la rentrée solennelle, Madame Couturier devra, et à minima, être relaxée sur la période comprise entre 1995 et 2019. Alors, on accuse aujourd'hui ma cliente d'une infraction qui, pour la première fois de l'histoire, concerne un tissu. Madame le procureur parle d'une overdose textile. Ne sommes-nous pas ici face à une overdose de ridicule? Tant qu'on y est, pourquoi ne pas commencer par notre Premier ministre, dont les costumes en laine de mérino ont fait couler autant d'encre que ses réformes et ses 49.3?
Que ferions-nous des députés qui arborent des cravates en soie aux frais du contribuable alors même qu'il s'agit d'un matériau souvent critiqué pour son impact sur l'environnement? Que dire des costumes en tweed des avocats britanniques ou effectivement des chemises en lin des joueurs de pétanque du barreau de Paris? On accuse Madame Couturier même de son vestimentaire, comme si le velours représentait désormais une menace à l'ordre public, un trouble à la bienséance judiciaire, un manquement aux valeurs républicaines. La République et ses obsessions pour le vestimentaire. Un siècle après les grands débats sur la laïcité, nous voici donc rendus à disserter sur la longueur des jupes des lycéennes, sur le col roulé d'une élue à l'Assemblée et aujourd'hui sur le velours côtelé d'une avocate. Faut-il désormais un décret, une circulaire du ministère de l'Injustice, un conseil de l'éthique vestimentaire, un numéro vert que nous appellerons zéro couture pour statuer sur ce que doit vraiment porter un avocat digne de ce nom? Car après tout, qu'avons-nous entendu ces dernières années? Que l'habit ne ferait pas le moine, sauf lorsqu'il s'agit de suspecter une jeune fille de séparatisme textile en raison de la longueur de son vêtement? Que le voile serait un marqueur d'oppression que si la femme qui le porte est d'origine musulmane? Et maintenant, nous devrions nous émouvoir d'une avocate qui ose arborer le velours? Alerte, danger, sous peine d'indignité professionnelle, exigeons donc que toutes les femmes désireuses de réussir dans ce pays portent un uniforme obligatoire, exempte de toute coquetterie, sobre, neutre, discret, et bien sûr validé par l'extrême droite. Qui sait, peut-être un jour verra-t-on certains réclamer que les avocates abandonnent toute distinction vestimentaire pour ne pas troubler l'ordre masculin de la profession. Certains sans doute qui, tout en hurlant contre un supposé islamo-gauchiste, n'ont jamais trouvé problématique que leur banc politique soit encore largement masculin et que leur conseil d'administration soit à peine plus paritaire que la noblesse de l'Ancien Régime. Soyons sérieux, mesdames du tribunal. Si l'on commence à juger un avocat sur la texture de son tissu plutôt que sur la solidité de son argumentaire, si l'on traque les étoffes avec plus de zèle qu'on ne traque les atteintes aux libertés fondamentales, alors c'est qu'il est grand temps de se demander ce que nous défendons réellement dans nos prétoires. Le velours est un tissu écologique. Il est durable, résistant, et il ne nécessite pas de tuer des êtres vivants pour être produit, contrairement à l'hermine, qui, rappelons-le, est issue de la fourrure d'un petit animal innocent. Je sais, Madame le procureur, que vous partagez mon amour pour les animaux, et c'est certainement la raison pour laquelle vous portez vous-même et sous votre robe ce soir une belle tunique en velours vert, n'est-ce pas? Au regard de ces développements, vous l'aurez compris, je sollicite une relaxe pleine et entière de ce premier chef d'infraction. Alors, le ministère public reproche d'autre part à Madame Couturier de s'être rendue coupable du délit d'incapacité à dire non, et ce, de façon réitérée. Je dois reconnaître, Madame le procureur, que vous avez fait preuve d'un talent indéniable en dressant le portrait d'une prévenue dont la transgression à la loi serait d'avoir dit oui, trop souvent. Un délit bien singulier qui, s'il venait à faire jurisprudence, contraindrait l'ensemble des barreaux de France à un exil préventif. Le procureur voudrait nous faire croire qu'accepter d'être sur tous les fronts est un choix, mais enfin, c'est la justice elle-même qui nous enchaîne. Soyons honnêtes, lequel d'entre nous, avocat de Seine-Saint-Denis, de Paris ou d'ailleurs, n'a jamais dit oui à cette spirale infernale? D'abord, on accepte le premier dossier, juste pour voir. Puis une simple consultation se poursuit en marathon nocturne. Et là, un confrère nous sollicite pour une permanence pénale en catastrophe et nous voilà plaidés à 23h30 en nous demandant exactement à quel moment nous avons perdu le contrôle de nos vies. Nous disons oui à des audiences où nous découvrons le dossier en même temps que le juge. Oui à des plaidoiries à 3h du matin devant un tribunal qui a le même niveau d'énergie qu'un stagiaire après 48 heures de garde à vue. Sérieusement, qui n'a jamais commis le délit d'incapacité à dire non à un client qui assure que son affaire est hyper simple avant de découvrir une liasse de 3000 pages et des enregistrements téléphoniques aussi nombreux qu'un dossier de la DGSI? Nous sommes condamnés à dire oui, parce que refuser
c'est renoncer à notre serment, c'est renoncer à notre engagement et aussi à nos honoraires, il faut dire la vérité. Et c'est finalement là que réside notre défense. Julie Couturier n'a jamais eu le choix. Le ministère public parle d'un art criminel du oui, mais comment faire autrement qu'en prendre un week-end est déjà un acte de rébellion? Qui pourrait croire une seule seconde que l'on devient bâtonnier, président du CNB, participante chronique à la revue par pure volonté personnelle? Chaque semaine, Madame Couturier doit faire du yoga respiratoire pour encaisser. Alors, si l'on suit la logique du ministère public, une seule issue s'offrirait à ma cliente. Un sevrage brutal. Une coupure nette, radicale, entre elle et toute sollicitation extérieure. Mais est-ce réellement ce que veut le ministère public? Veut-il vraiment priver la profession d'une avocate qui, bien que trop volontaire, a consacré son temps et son énergie à défendre le droit? À l'instar de nos politiques et des débats actuels sur la profession même d'avocat, veut-il réellement renvoyer le message que l'engagement est une faute? Tout le monde n'a effectivement pas le problème du oui. Prenez Madame le procureur, elle sait dire non avec une constance olympique. Non aux conclusions de nullité, non aux demandes de supplément d'information judiciaire, non aux demandes de mise en liberté, non aux sursis simples, non aux sursis probatoires, non aux aménagements de peine. En réalité, le parquet sait tellement dire non qu'il pourrait donner des formations intitulées « Dire non avec panache ». Le refus en toutes circonstances. Comment briser les espoirs d'un avocat en 3 lettres? Si un jour vous croisez un procureur qui dit oui, vraiment, notez le jour, la date et l'heure, parce que c'est un phénomène rarissime. Alors, je plaide ce soir, s'agissant de cette infraction, l'irresponsabilité pénale par contrainte. La contrainte au regard de l'expertise psychiatrique diligentée en 5 minutes top chrono par l'un des rares experts inscrits sur la Cour d'appel de Paris. Une contrainte irrésistible à laquelle Madame Couturier n'a pas pu résister et qui touche malheureusement toute la profession, celle d'une justice en perpétuelle effervescence où chaque refus semble porter en nous une culpabilité insurmontable. La preuve est faite, mesdames du tribunal, Julie Couturier n'est pas coupable, elle est victime. Victime d'une profession où dire non est un luxe réservé à ceux qui ont renoncé à leur vocation. Alors non, Julie Couturier n'est pas oui-oui. Oui-oui conduit une petite voiture et se contente de balades champêtres. Julie Couturier, elle, pilote un train lancé à pleine vitesse sur les rails de la justice, un train où l'on monte sans jamais pouvoir redescendre. On veut lui reprocher d'être trop engagée, trop disponible, trop impliquée. En somme, on lui reproche d'être une avocate trop avocate. Alors, mesdames du tribunal, au lieu de condamner Julie Couturier pour excès d'enthousiasme, remercions-la d'avoir toujours dit oui, là où d'autres auraient préféré le silence du confort, et actons ensemble, sur le fondement de l'article 122-2 du Code pénal, que Madame Couturier a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister. Madame la procureure reproche également à ma cliente d'avoir commis des faits de prélèvement abusif et détourné des cotisations au nom de la CNB. Les cotisations. Je dois reconnaître que tout avocat se souvient de son premier appel à cotisation. C'est un moment marquant, un rite de passage plus brutal que la prestation de serment elle-même. Je me rappelle encore la première fois que j'ai lu ce courrier. D'abord, un haussement de sourcils intrigué, la lecture attentive, suivie d'un léger vertige. J'ai reposé la feuille, j'ai repris mon souffle, j'ai relu, pensant avoir mal compris, mais non. C'était bien réel. En quelques secondes, j'ai envisagé devant ma robe, ma voiture, mes vêtements,
mon chien, mon chat et mes colombes. J'ai même googlisé pays sans fiscalité pour les avocats avant de réaliser qu'aucun endroit sur Terre ne pourra m'échapper de l'URSSAF et du CNB. J'ai même voulu faire ceci. Oui, madame procureure, âme de catégorie D, vous avez l'opportunité des poursuites. Et puis, je me suis souvenu que tôt ou tard, je serais rattrapée par mon usurier. On nous a toujours dit que l'avocature était un métier de vocation, pas que. C'est aussi un métier de financement. Nous plaidons non pas pour la veuve et l'orphelin, mais pour éviter de nous retrouver assis sur un banc à côté d'eux. Le rêve de beaucoup d'avocats, ce n'est plus de gagner une affaire historique, simplement de terminer l'année sans découvert. Alors on vient nous parler de détournement de cotisation. Franchement, qui pourrait voler ce qu'on a déjà plus? Nos comptes en banque ressemblent à des scènes de crime après un braquage. Chaque année, nous travaillons non pas pour nous, mais pour payer nos loyers, toutes nos charges fixes et les déjeuners clients de dossiers qu'on ne fera jamais rentrer au cabinet. À ce rythme-là, il ne nous reste qu'une seule option, exiger du CNB qu'il nous délivre une carte de fidélité. Mais alors qui blâmer? Julie Couturier? Soyons sérieux. Croire qu'une présidente du CNB décide seule du montant de l'affectation de nos cotisations, c'est comme croire qu'une décision de relax survient après nos superbes plaidoiries. Ces prélèvements existaient avant elle et continueront après elle. C'est un héritage, une tradition, une malédiction transmise de génération en génération. On veut faire de Julie Couturier une coupable idéale, comme si elle était une autocrate ayant ponctionné elle-même nos comptes en banque, mais non. Elle n'a fait qu'administrer un système qui préexiste, un système qui, faut-il le rappeler, est validé par des votes, des conseils et une belle armée de commissions qui donne à l'inertie administrative son plus bel éclat. Et puisque l'accusation semble dire que Julie Couturier aurait orchestré à elle seule des prélèvements abusifs et un détournement de nos cotisations, une question demeure. Où est passé cet argent ? Si jamais on retrouve une partie de nos cotisations quelque part, je demande officiellement au tribunal ce soir une restitution immédiate au nom de toute la profession. Cessons d'accuser une seule femme d'un mécanisme que même la Révolution n'a pas osé réformer. Alors enfin, le ministère public accuse, entre autres, le barreau de Paris d'arrogance. Et là, mesdames du tribunal, je dois vous avouer qu'en tant qu'avocate de la Seine-Saint-Denis, je comprends cette critique. Le barreau de Paris. Cette institution vénérable où l'on est comme d'autres naissent dauphins de France, où l'on vous apprend dès l'école primaire à citer Montesquieu entre deux gorgées de Chablis et où le simple fait d'exister en dehors du périphérique est un concept encore étudié dans certaines facultés de sociologie. Une légende urbaine racontée pour effrayer les stagiaires. Un barreau si prestigieux qu'il n'a même pas besoin d'hermine sur ses robes. Après tout, pourquoi s'embarrasser de ces petits détails de province quand on est déjà couronné de grandeur? Un barreau si exceptionnel qu'il s'est offert un nouveau tribunal flambant neuf, digne d'un terminal aéroportuaire international. Alors à Bobigny, nous avons peut-être des couloirs délabrés, mais au moins, on sait encore où se trouve une salle d'audience sans GPS. Un barreau si supérieur qu'il ne se contente pas de 2 secrétaires de la conférence. Ah non, il en faut 12. 12 élus, 12 brillants orateurs formés à plaider Racine et Victor Hugo à la barre, comme si l'accusé dans le box avait besoin d'un alexandrin pour comprendre qu'il risque 5 ans d'emprisonnement ferme. Alors là, non. La création des prisons exigées par le gouvernement ne devrait pas abriter les plus grands narcotrafiquants, mais bien les secrétaires de la conférence du barreau de Paris.
Soyons sérieux, mesdames du tribunal. Dans cette grande fresque aristocratique, on aurait désigné Julie Couturier comme l'incarnation de cette monarchie du droit. Rien que ça. L'arrogance du barreau de Paris ne s'invote pas, elle se transmet comme un titre de noblesse. Si Julie Couturier était vraiment l'incarnation du barreau, pensez-vous sincèrement qu'elle serait ici, devant nous, à se défendre? Un vrai prince du barreau, façon Olivier Metzner ou Jean-Denis Bredin, aurait déjà convoqué un colloque à la Sorbonne pour s'auto-célébrer ou aurait demandé à une chronique, Le Monde par exemple, de rédiger un article pour expliquer pourquoi la justice populaire est une douce utopie. On accuse cette femme d'avoir trop voulu, mais n'est-ce pas précisément ce que l'on attend d'un leader? Là où un homme serait décrit comme un meneur, elle est qualifiée d'envahissante. Là où un homme aurait du charisme, elle a du caractère. Et ce n'est jamais un compliment. Comme si le pouvoir n'avait été conçu que pour les poches d'un costume 3 pièces. Alors, si être une femme engagée est un tort, il faudra vite prévenir toutes celles qui rêvent de faire autre chose que de la figuration. Mesdames du tribunal, si vous décidez aujourd'hui de condamner Julie Couturier pour délit d'arrogance institutionnalisée, alors il va falloir convoquer à la barre tout le barreau de Paris et demander à l'histoire de rendre des comptes. Et puisque cela n'a jamais été fait avant, ne changeons pas la jurisprudence du 1er mars 1994 intitulée « Le barreau de Paris vs le reste du monde » qui consacre une dispense de peine pour tout avocat du barreau de Paris. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, nous arrivons à un moment fatidique où il va falloir trancher. Nous l'avons démontré tout au long de cette audience, Julie Couturier n'a pas commis toutes les infractions qui lui sont reprochées. Elle n'a jamais ourdi un plan machiavélique visant à imposer le règne absolu du velours, ne tient pas d'agenda secret pour être partout en même temps et n'a pas organisé un réseau clandestin de prélèvement obligatoire. Elle est effectivement victime et a agi sous la contrainte du oui. Oui à son engagement, oui à ses confrères, oui à la défense de la profession et peut-être même un peu trop souvent oui à des responsabilités qui lui sont tombées dessus alors qu'elle n'avait rien demandé. Mais est-ce un délit ou bien simplement la marque des avocats qui ont le sens du collectif chevillé au corps? Julie Couturier ne pourra être reconnue coupable que de la simple infraction d'un excès d'attachement au barreau de Paris, un barreau qui en réalité est composé de confrères et consoeurs aussi sympathiques que travailleurs. Toutefois, et au regard de la jurisprudence précitée, je sollicite la dispense de peine. Mais si vous n'étiez pas convaincu par mes développements, dans un esprit de justice, de confraternité, et au regard de la personnalité de ma cliente, je propose 2 peines. Une peine de sursis probatoire confraternelle avec notamment pour obligation pour Julie Couturier de venir plaider, au moins une fois par mois, une audience tardive à Bobigny pour vivre l'expérience immersive du stress post-23 heures. Je sollicite également un stage de sensibilisation au barreau de province afin de constater que la robe d'avocat se porte aussi avec du tissu, plus modeste certes, mais avec tout autant d'éloquence et de passion. Je demande également une dispense d'inscription au B2, tout simplement parce que Madame Couturier doit penser qu'être ici déjà devant vous, c'est déjà une peine en soi. Dans son ouvrage intitulé 1984, George Orwell évoquait un pouvoir qui me donne la chair de poule. Un pouvoir où l'opinion dissidente devenait un délit. Un régime où l'on ne débat plus, où l'on condamne. Un régime où l'on ne réfléchit plus, où l'on exécute. Non, Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, vous ne suivrez pas les réquisitions de Madame le procureur et ne serez pas impressionnés par l'omniprésence de Julie Couturier, femme, avocate, parisienne. Car derrière cette apparente frénésie, il y a simplement une avocate passionnée qui aime les siens et qui n'a jamais oublié que son engagement n'a de sens que pour les autres.
Maître Sarah Bahari, le tribunal vous remercie. Madame Julie Couturier, levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez entendu les réquisitions et la plaidoirie de votre avocat. Vous avez la parole en dernier. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, quelques mots, Madame le Président, Mesdames du tribunal. Qu'il est bon d'avoir un avocat, que dis-je, une avocate. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté de me défendre et d'être, vous aussi, dans le camp du oui. Finalement, la question qui nous est posée ce soir, c'est que signifie de dire oui ou de dire non? Cela signifie, et vous l'avez très bien dit, s'engager ou refuser de s'engager. Et s'engager, c'est prendre des risques. C'est avoir le goût du risque et de la liberté contre ceux qui préfèrent le repli et la peur. S'engager, c'est risquer de prendre des coups. C'est accepter l'inconfort. Peut-être que la veste en velours, c'est une espèce de leurre pour avoir un cocon comme ça, un peu confortable. C'est se heurter parfois aux recoins les moins reluisants de la nature humaine. C'est risquer de perdre certains combats. C'est risquer d'être mal compris, voire caricaturé un samedi soir. Mais s'engager, c'est aussi accepter de faire quelque chose de plus grand que soi, avec les autres, pour les autres. C'est faire le pari de l'intelligence collective, le pari aussi de l'unité de la profession, par-delà le périphérique, mais aussi par-delà les rivières, les collines et les océans. C'est croire toujours que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Ça vaut aussi pour notre relation avec les magistrats. Alors oui, s'engager, c'est être partout, souvent loin de chez soi et de son cabinet pour aller à la rencontre des confrères, partout sur le territoire, pour faire connaître le travail remarquable qu'accomplissent les membres du Conseil national des barreaux, comme tous ceux qui s'engagent pour la profession. Nous avons ici quelques bâtonnières et bâtonniers, tous ces membres du Conseil de l'Ordre qui donnent du temps pour les confrères et pas pour la gloire. S'engager, c'est être partout pour faire entendre la voix des avocats, faire vivre la force du droit, faire vivre la force de l'état de droit. Merci pour vos mots, Madame le bâtonnier, parce que nous en avons bien besoin en ce moment de la force de l'état de droit. S'engager, c'est en effet aller jusqu'aux Antilles et en Guyane, en effet, territoires oubliés de la République, où j'ai vu, je dois le confesser, moins de plages que d'établissements pénitentiaires, car là-bas, comme ici, il faut porter le combat de l'indignité des conditions de détention. Dire oui, finalement, c'est être avocat, être du côté de l'autre, de l'humain, de celui qu'on défend, que ce soit son client ou les confrères. Alors comment, pour conclure, ne pas avoir une pensée pour notre cher Henri Leclerc? Je vous dois une petite confidence à ce stade. Contrairement à ce que pense Madame le procureur, je reste traversée toujours par le syndrome de l'imposture et j'ai eu besoin d'appeler Jeanne Leclerc, avec qui je suis en contact régulier, qui est une femme adorable, qui a eu cette place difficile d'être à côté du grand homme et qui elle-même est très habitée par ce sentiment de l'imposture et qui est vraiment une femme délicieuse. Et je l'ai appelée pour me donner un peu de cœur ou l'ouvrage, pour lui dire que c'était difficile pour moi, évidemment, de passer après Henri. Et j'ai eu ses encouragements, elle vous embrasse, elle garde un délicieux souvenir de cette soirée d'il y a 2 ans où nous étions. Et voilà, elle avait un excellent souvenir de vos 2 discours. Donc je vous salue aussi de sa part. Voilà. Donc voilà, immense Henri Leclerc. Une pensée pour lui et comme lui, croyons au matin. Merci Madame Couturier. Le tribunal va en délibérer. Madame Couturier, levez-vous, je vous prie. Le tribunal, après en avoir longuement délibéré, vous relaxe des chefs de la prévention et vous remercie d'avoir participé au bon fonctionnement de la justice. Merci.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la rentrée solennelle. Nous tenons à remercier, avant que vous ne partiez pour les agapes, nos partenaires qui nous font l'amitié d'être présents ce soir. Monsieur Genesom pour l'Ex-Base, Monsieur Arthur Killman pour AGTech, Monsieur César Estève pour Alpha Dial et Clipa, Monsieur Thomas Forest pour Panda Finance, Madame Nathalie Lebras pour l'Inceus Partner, Monsieur Adrien Berda pour Kléber Chevreux. Et je voudrais, avant que nous nous quittions, avoir un remerciement tout particulier pour celle qui est à l'origine d'avoir trouvé le lieu où nous sommes ce soir, qui a œuvré pour que cette fête soit la plus belle possible. Vous la connaissez tous, il s'agit de Myriam Benezar, notre chargée de communication. Myriam, s'il vous plaît. C'est pas celui-là. Au nom du barreau, merci. Je vais inviter maintenant pour la photo finale Monsieur le Président Peyman Gallet-Marsban. Et Monsieur le procureur Éric Maté. À nous rejoindre sur Ben oui, mais... Et maintenant que la fête commence.